On pensait que c'était normal de perdre la tête en vieillissant, de perdre son autonomie, de se rapprocher d'un état de dépendance comme est le petit enfant. Mais maintenant, on sait très bien que c'est pas normal. C'est-à-dire, normalement, on doit vieillir avec toute sa tête, avec toute sa forme physique et mourir en bonne santé, comme vous le disiez. Et on ne doit pas se satisfaire de la simple explication de l'âge quand quelqu'un perd la mémoire ou quelqu'un perd des fonctions physiques. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et il faut être en bonne santé pour vieillir bien. On en parle aujourd'hui avec mon invité Antoine Piot. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes médecin gériatre au CHU de Toulouse et chroniqueur pour le magazine de la santé sur France 5. Vous publiez « Quand je serai vieux, tout ira bien » chez Hachette. Quel est le pourcentage des personnes qui meurent vraiment de vieillesse ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est de mourir de vieillesse ? Finalement, on se rend compte, alors ça c'est une chose plutôt positive, qu'on est dépendant relativement tard dans sa vie. Grosso modo, c'est les 2 dernières années de notre vie où on devient rapidement dépendant. Et c'est pas un passage obligatoire. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui meurent en bonne santé. Et si c'est ça, mourir de vieillesse, oui, c'est fréquent et ça existe et c'est une excellente nouvelle. Ah, c'est fréquent ? C'est fréquent, oui. De mourir de vieillesse. Moi, je Absolument. pensais que les gens mouraient avant, mais d'accidents de la vie, d'autres choses. Alors, pour dire la vérité, on n'est pas... Maladies chroniques. C'est vrai. Et d'ailleurs, on n'est pas très bon en France pour ça. C'est vrai qu'on vend le miracle du vieillissement français, mais ça c'était vrai il y a 20-30 ans, c'est plus trop vrai aujourd'hui. Et par exemple, les pays du nord de l'Europe font plutôt mieux que nous. Autrement dit, ils meurent en meilleure santé, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie sans perte d'autonomie, sans perte de qualité de vie qui est meilleure que la nôtre. D'ailleurs, ce terme que vous employez, espérance de vie, qu'est-ce qu'il veut dire ? Pas grand-chose. Parce que nous, à chaque fois qu'on parle d'espérance de vie, on parle d'espérance de vie absolue, c'est-à-dire l'âge de notre mort. Et en plus, c'est un âge moyen de notre mort à la naissance. C'est-à-dire, quand je dis une femme a 84 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire que quand elle naît, elle a une espérance de vie moyenne de 84 ans. Mais quand elle a 80 ans, c'est-à-dire que c'est une survivante, c'est une warrior, c'est presque une mauvaise reine. Elle a résisté à toutes les étapes de la vie. Ça veut dire qu'elle a encore 10, 20 ans à vivre. C'est pas du tout la fin. Ah oui, c'est à partir de la naissance. Exactement, c'est-à-dire que notre espérance de vie change tous les ans. Et plus on est vieux, plus elle est longue. C'est quoi un médecin gériatre ? C'est pas un médecin qui aime les vieux, c'est un médecin qui aime les gens, comme tous les autres médecins. Alors, je vous arrête à ce moment-là parce que vous méfiez beaucoup des gens qui aiment les vieux. Ouais. Ça m'a fait rire. Mais non, mais je trouve ça extrêmement suspect, c'est vrai. Il n'y a aucune raison d'aimer plus les vieux que les jeunes. C'est un peu comme les gens qui disent les jeunes sont des cons. Ça sera les mêmes qui diront les vieux sont des. C'était les mêmes qui disaient les vieux sont des cons. Les vieux sont des jeunes qui ont vécu plus longtemps, donc il n'y a pas de raison de les aimer plus ou de les aimer moins. Et finalement, je trouve ça largement aussi suspect les gens qui n'aiment pas les vieux que les gens qui aiment les vieux. C'est pas une espèce à part, c'est juste des gens comme les autres. Bon, alors donc c'est pas quelqu'un qui aime les vieux, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un gériatre, un médecin gériatre ? Alors si je devais citer vraiment la particularité de la gériatrie, c'est que c'est vraiment, comme la médecine générale pour les plus jeunes, une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on va pas juste soigner votre problème au cœur, votre problème au poumon, on va vous soigner dans votre globalité. On va prendre en compte votre morale, votre mémoire, votre environnement, vos aides, votre famille, où est-ce que vous vivez, si vous êtes à la campagne, en ville, si vous êtes en zone sous-médicalisée. On va prendre en compte toutes vos maladies en même temps pour éviter de réparer un côté et déglinguer l'autre, si vous voulez. Donc c'est un gériatre, c'est un médecin qui prend du recul un peu. Absolument, ouais. C'est vraiment une prise en charge transversale, de recul global, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre que la multiplication des avis spécialisés non coordonnés est un fléau médical. Ah oui, c'est une catastrophe. Ça, c'est le syndrome du VIP à l'hôpital. C'est-à-dire les personnes un peu importantes qui arrivent à l'hôpital, qui ne sont pas sous anonymat, mais finalement, tout le monde veut donner un petit peu son avis, mais personne ne veut trop s'impliquer au cas où ça se passe mal. Et donc, on démultiplie les avis de professeurs et finalement, personne a le courage de faire ce qu'il faut faire, de faire des choix potentiellement pas très difficiles à défendre. Donc, c'est les plus mal soignés souvent. Et ça, c'est le risque d'avoir trop de copains médecins, trop de copains spécialistes. Alors, si on vous écoute et quand on vous lit, on a l'impression que la gériatrie, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, je connais des médecins gériatres qui font de la gériatrie depuis 50 ans. Docteur Delabo, si vous nous écoutez. C'est une discipline assez nouvelle, réellement. C'est-à-dire qu'il y a 20-30 ans, la gériatrie, malheureusement, c'était un peu
pas le mouroir, mais c'est un peu là où les spécialistes envoyaient tous les patients dont ils voulaient pas s'occuper parce qu'ils étaient trop malades, trop vieux, un peu comme les soins palliatifs, ils sont pas si vieux que ça, vraiment la spécialité. Et maintenant la spécialité gériatrie, la spécialité soins palliatifs avec des gens de vraiment bon niveau qui veulent y aller, qui se battent pour y aller, ça c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire aujourd'hui il y a des cardiologues, des pneumologues qui deviennent gériatres, ce qui était impensable il y a 20 ans par exemple. À une époque, vous aviez une définition du médecin gériatre, c'est un peu comme un réanimateur en moins sexy. C'est de vous, ça? Oui, c'est de moi. Ouais. Elle a évolué, votre définition, finalement. Elle a évolué. Mais non, mais c'est vrai quand on prend la parole en public, quand on est dans des congrès ou devant les médias, il y a le réanimateur qui fait du secours en montagne, qui prend l'hélico, voilà, quoi, c'est facile à vendre. Donc quand on arrive avec notre casquette de gériatre, de suite, à premier abord, c'est un peu moins sexy et il faut un peu mieux se vendre. Et c'est pas plus mal parce que du coup, on fait l'effort de faire la publicité de notre spécialité, de mieux l'expliquer, de mieux la valoriser. Mais c'est vrai qu'au début, on part pas gagnant, quoi. Et alors, gériatre, pédiatre, c'est un peu la même chose, sauf que vous êtes aux deux extrémités de la vie. Oui, alors oui et non. Parce que finalement, rien ne ressemble plus à un enfant d'1 an qu'un autre enfant d'1 an. Les enfants sont très homogènes, si je peux dire. Et en pédiatrie, c'est une médecine très protocolisée, bien décrite. Alors que la gériatrie, finalement, c'est l'hétérogénéité par excellence. Rien ne ressemble moins à un vieux de 80 ans qu'à un autre vieux de 80 ans. Je vais en avoir un qui court le marathon et un qui est finalement en soins palliatifs. Donc non, pour le coup, ça se ressemble vraiment pas. Et la gériatrie, on peut pas du tout appliquer des protocole carré de médecine d'organes, on se plante à chaque fois, on est vraiment obligé de s'adapter au cas par cas. Donc pour le coup, la comparaison s'arrête là. Pourtant, quand on vieillit, on retombe en enfance. Oui ou et pas. Non, ou pas. Alors ça c'est un bon exemple de ce qu'on appelait la démence sénile, c'est-à-dire on pensait que c'était normal de perdre la tête en vieillissant, de perdre son autonomie et finalement de se rapprocher d'un état de dépendance comme est le petit enfant. Mais maintenant on sait très bien que c'est pas normal, c'est-à-dire normalement on doit vieillir avec toute sa tête, avec toute sa forme physique et mourir en bonne santé comme vous le disiez. Et on ne doit pas se satisfaire de la simple explication de l'âge quand quelqu'un perd la mémoire ou quelqu'un perd des fonctions physiques. Ou mourir en bonne santé ou mourir de vieillesse. Qui sont les gens aujourd'hui dont on peut dire ils sont morts de vieillesse? Vous voyez, ça c'est... Mais être mort de vieillesse, c'est pas forcément être mort sans maladie. C'est-à-dire je peux être hypertendu, diabétique, avoir du cholestérol, avoir été opéré, même avoir été guéri d'un cancer et vieillir en bonne santé. La bonne santé n'est pas l'absence de maladie. Vieillir en bonne santé, ça veut dire je reste autonome, je prends mes décisions pour moi-même, je garde toute ma tête, je fais mon petit train-train quotidien chez moi et puis un jour je me réveille pas. Et ça c'est mourir de vieillesse, c'est mourir en bonne santé, même si encore une fois j'avais 3 maladies, si je prenais 5 médicaments, c'est pas ça la bonne santé. Alors, en tant que médecin gériatre, quel âge ont vos patients? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour venir vous voir? Eh bien, écoutez, l'âge minimum, ça varie entre 60 et 65 ans, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et d'ailleurs, quand on raisonne en tranche d'âge, ça ne marche pas du tout. Notre moyenne d'âge, pour vous donner une idée, c'est plutôt 85-86 ans. Donc, vous voyez, moi, quand quelqu'un à 80 ans me dit « Oh, moi, je suis vieux », ça me fait rigoler, quoi. À partir de 90 ans, oui, il peut me dire qu'il est vieux, pourquoi pas, et encore, ça dépend de sa forme. Donc, on prend pas trop en compte l'âge vraiment de la cardientité, l'âge chronologique, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a des gens qui sont authentiquement vieux à 60 ans et il y en a qui ne le sont pas à 80 ans. Ça dépend vraiment du mode de vie qu'on a eu, de son environnement, de ce qu'on a fait pendant sa vie. Donc il n'y a pas d'âge moyen pour venir vous voir? Non, absolument pas. On peut pas dire à 65 ans je vais aller faire une consultation de gériatrie, par exemple. On peut aussi, il n'y a pas de souci. Et c'est pas couillon d'ailleurs, c'est plutôt une bonne idée. Et c'est vrai qu'on s'intéresse trop tard au vieillissement. Et d'ailleurs, le bouquin, il n'est pas du tout fait pour un public vieux. Non, mais c'est même fait pour des jeunes. Ah ouais, non, je dirais, moi, je pense que je recommanderais pour les trentenaires même. Parce que finalement, on est dans les études, après on est dans le monde du travail, puis après il y a les enfants, la famille, puis après il y a la retraite. Tout ça s'enchaîne et on s'interroge sur le vieillissement à 65 ans. Mais c'est pas à 65 ans qu'il faut s'interroger sur le vieillissement. C'est à 30 ans. C'est là qu'on prend des choix de vie, qu'on prend des décisions de parcours de vie qui vont vraiment impacter notre vieillissement. Après, c'est trop tard. Alors non, c'est hyper pessimiste. Non, mais est-ce qu'il y a un moment où, si vous voulez, les pathologies sont irréversibles? Non, on peut toujours faire quelque chose, franchement. Ouais. C'est un peu votre côté optimiste, ça. Non, mais c'est vrai. Même moi, j'ai des gens de 85 ans, par exemple, fumeurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, pour être honnête, la plupart ne sont plus là. Mais j'en ai quelques-uns et on leur propose d'arrêter le tabac. Parce que, alors on leur propose avec leur accord, c'est pas du tout pour laver plus blanc que blanc, mais on leur dit, est-ce que ça vous intéresse
intéresserait de retrouver un peu d'odorat, d'être moins essoufflé de vous réveiller plus en forme le matin, d'être moins essoufflé quand vous montez l'escalier. On leur fait des propositions et ça peut changer la qualité de vie, y compris à 90 ans. Donc non, il y a toujours quelque chose à faire, rassurez-vous. Alors on va utiliser le mot ce matin, le mot vieux. Alors maintenant on dit plus vieux, on dit personne âgée. Personne d'un certain ou alors âge. Personne d'un certain âge, en situation de grand âge. Vous, ça vous pose vraiment pas de problème d'employer le mot vieux, et vous dites que les vieux, finalement, eux, ça les dérange pas non plus. Non, pas du tout. De fait, au quotidien, quand je discute avec mes patients, je dis vieux, ils disent vieux, il n'y a aucun problème. Et je dis pas que les mots n'ont pas leur importance, c'est pas la question. Mais quelque part, quand on tourne autour du pot, là, quand on tortille des fesses autour du mot vieux, ça sous-entend qu'il y a un problème. Et je vois pas le problème, très honnêtement. C'est-à-dire, en quoi c'est péjoratif d'être vieux ? C'est-à-dire, si on dit une personne d'un certain âge, ça veut dire qu'à titre personnel, on trouve que c'est péjoratif de dire vieux. Vieux n'a rien de péjoratif. Donc, il faut l'assumer. Les mots ont leur importance. Et je prends le contre-pied, je dis, il faut appeler un vieux. Et eux-mêmes, ça s'appelle vieux. Mais dans la société d'aujourd'hui... Les vieux, on les montre pas, les vieux, on les voit pas. Ouais, on les il y a ce qu'on appelle, et ce que vous appelez l'agisme. Donc, il y a plus de vieux. Et même, c'est des vieux jeunes. Le vieux même est ceux sale. qui sont vieux à la télévision, par exemple, ils font 20 ans de moins que leur âge. Donc, ils n'ont pas l'air vieux. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Et pour le coup, ça a été un des premiers combats de la gériatrie qui en passe d'être gagné, c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire de faire perdre de la chance à une personne parce qu'elle a 80 ans, alors qu'elle mériterait, elle bénéficierait d'une chirurgie ou d'une intervention lourde ou d'une prise en charge poussée. Les gens ils disent « Oh, on va pas l'embêter, il a 80 ans. » Mais oui, mais s'il a 80 ans et 15, 20 ans à vivre, ou même 5 ans à vivre avec une bonne qualité de vie, si, on va s'en occuper. Donc ça a été un long combat de la gériatrie qui a été gagné par mes prédécesseurs, pas par moi. Mais pour le coup, on se fait mieux entendre aujourd'hui de la part du reste de la médecine quand on se bat pour une personne qui a 80, 85 ans, 90 ans et qu'on veut faire quelque chose. Et à l'inverse... On l'a vu avec la Covid. On l'a vu avec la Covid, tout à fait. Ouais. Quand on a parlé, alors c'est vrai que le débat n'a pas duré longtemps, mais de la fameuse sélection des personnes qu'on allait intuber et tout ça... Ça, j'ai trouvé que c'était un débat de faux cul, excusez-moi pour le terme, mais si vous voulez... On passe nos journées, nos semaines, nos mois, nos années à trier. Je suis désolé, on trie sur critères d'âge. Et même les secouristes ont des fiches de tri. Et l'âge rentre en compte. Donc ça, c'était un peu un débat de mauvaise foi. Le tri, il existait avant la Covid. C'est juste que la Covid l'a porté à la connaissance du grand public. Donc quand on a dit on trie pas sur critères d'âge, nous, ça nous a fait hurler. On s'est dit bien sûr qu'on trie sur critères d'âge et ça fait des années qu'on le fait. Ça fait des années qu'on lutte contre ça. Sur critères d'âge. Sur critères d'âge. Pas de santé. Tout à fait. D'âge. Et donc ça a été le grand combat de la gériatrie, de dire on ne doit pas trier sur critères d'âge, mais sur critères d'état de santé. Et bien sûr que c'est un problème, et bien sûr que ça préexistait à la Covid. C'est juste que la Covid l'a révélé au grand public. Mais dire attention, on n'est pas allé jusque-là, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Dans votre livre, vous nous expliquez ce que c'est qu'un vrai vieux. Oui. Bon, alors c'est quoi un vrai vieux ? Alors oui, c'est vrai que comme je le disais, les vieux sont très hétérogènes, ils sont très différents, il n'y a pas plus différent, il n'y a pas plus de différence qu'entre deux vieux de 80 ans, ils ne se ressemblent en rien. Et pour s'y retrouver, on classe nous les vieux en 3 grands groupes. On dit il y a les vrais vieux, c'est-à-dire les personnes âgées qui sont très dépendantes au niveau physique, au niveau mental, qui ont des démences, notamment des maladies d'Alzheimer avancées. Ça, pour nous, c'est les vrais vieux. C'est ceux qu'on prend en charge tous les jours. Et il y a les faux vieux, c'est-à-dire les gens qui ont 80, 85 ans, 90 ans, mais qui sont en pleine forme. C'est-à-dire qui ont toute leur tête, qui font leurs courses, qui font leurs comptes, qui prennent les transports en commun. Et finalement, ces gens-là, ils n'ont de vieux que l'âge sur la carte d'identité, mais ils ne sont pas physiologiquement vieux. Ça veut dire que leurs organes ne sont pas vieux. Ça, c'est l'âge chronologique, vous voulez dire ? Exactement. Donc sur la carte d'identité. Exactement, mais leur âge physiologique, dont l'âge de leurs cellules ne correspond pas du tout à cet âge chronologique, et ça se vérifie, y compris en réanimation, c'est-à-dire des gens de 80, 85 ans en pleine forme qu'on envoie en réanimation, ils récupèrent bien, même après des soins très lourds. Et de la même manière, ça se vérifie de plus en plus dans les transplantations d'organes, où maintenant on hésite moins à transplanter les organes d'une personne relativement âgée à quelqu'un de plus jeune à partir du moment où l'organe est en très bon état. Et inversement, il y a des organes de personnes de 50 ans en très mauvaise santé qu'on n'ira jamais prendre pour une transplantation. Donc vraiment, cette différence entre l'âge chronologique, l'âge de votre carte d'identité et l'âge de votre corps, c'est prouvé, c'est fondamental, et il peut être vraiment
conséquent. Alors, il y a les vrais vieux, les faux vieux, et puis il y a une troisième catégorie. Voilà. Les indécis, ceux qui ne savent pas trop vers où aller, ils hésitent encore. Ils disent, il y a des avantages à être vieux, on a des réductions dans les transports en commun, mais quand même, être jeune, c'est sympa. C'est-à-dire qu'on appelle ça, nous, les fragiles. Et finalement, c'est ceux qu'on aimerait plus prendre en charge. C'est pour ça, quand vous nous disiez, est-ce qu'à 65 ans, 70 ans, on peut aller voir un gériatre, je disais oui, absolument. Justement, pour détecter ces critères de fragilité, c'est-à-dire ce qui pourrait faire que vous allez basculer vers un vieillissement pathologique, donc vers le vieillissement maladie, et nous on va vous aider à vous réorienter vers un vieillissement réussi, c'est-à-dire ajouter des années à votre carte d'identité mais pas à votre corps. Donc c'est eux que vous souhaitez exactement, cibler, même si vous dites qu'il est important quand même de repérer les faux vieux aussi, hein. Ah oui, les faux. Alors, et pourquoi il est important de repérer les faux vieux ? Et justement, pour qu'on les prenne pas en charge nous. C'est-à-dire, un faux vieux de 85 ans, s'il fait un infarctus, par exemple, un problème cardiaque grave, j'ai envie qu'il aille dans un service de cardiologie spécialisé. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi. J'ai envie qu'il ait la prise en charge au top du top. Donc, c'est important que je le repère pour dire non, c'est pas moi qui vais le prendre en charge. Ce monsieur, c'est toi, parce qu'il mérite des soins de pointe. Alors, vous venez de nous énumérer ce qu'on appelle les critères de Fried. Elle s'appelle Fried. Linda Fried. Linda Fried, identifiée en 2001. Alors, il y a plusieurs critères, notamment les critères de la vitesse de marche. Absolument. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment, pour évaluer le vieux qu'on est, la vitesse de la marche est-il un indicateur important ? Alors, mais cette dame, alors il n'y a pas que elle qui a travaillé sur la fragilité, mais c'est vrai que ça, c'est les plus faciles à expliquer. Elle a repéré des petits indices qui permettaient de repérer les indécis, donc les vieux qui pourraient évoluer vers la maladie. Et la vitesse de marche est l'indice le plus performant. Et il y a même des gens dans le monde entier qui proposent que ça soit une nouvelle constante vitale au même titre que votre pulsation cardiaque ou votre saturation en oxygène. Et en fait, la marche traduit le fonctionnement global de notre corps. C'est une des fonctions les plus complexes de notre corps. Et finalement, quand on a un problème, que ça soit de cœur, neurologique, de poumon, de muscle, articulaire, mais ça impacte notre vitesse de marche et notre vitesse de marche ralentit. Et donc, on a une image un peu choquante, mais qui dit, en gros, quand on marche à plus vite que 1 mètre par seconde, tout va bien, on est robuste, et si on marche moins vite, alors c'est vraiment schématique, hein, on est fragile et à risque, et donc il faut se faire prendre en charge. Et le moyen mnémotechnique, c'est le passage piéton. C'est-à-dire le petit bonhomme. Il y a ce qu'on appelle le test du passage piéton. Le test du passage piéton, c'est le petit bonhomme vert au passage piéton, il est réglé sur 1 mètre par seconde. Donc en gros, si vous arrivez à traverser le passage piéton avant le camion, c'est bon, c'est que vous êtes robuste, vous allez vieillir en bonne santé. Et si vous passez sous le camion, c'est trop tard. Ou alors, si vous survivez, ça veut dire que vous êtes fragile. non, c'est une mauvaise blague, mais tout ça pour dire que c'est un moyen assez performant pour repérer les gens qui sont à risque de perdre de l'autonomie, de mal vieillir. Et ces gens-là, on a des choses à leur proposer. Parce que c'est bien de repérer, mais si on n'a rien à proposer, ça ne sert à rien. Avec le temps, on marche de moins en moins vite, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Finalement. On ne s'en rend pas compte, exactement. Donc c'est ça qu'il faut aussi expliquer, c'est que... Voilà. Alors, rassurez-vous, si vous marchez lentement, si vous avez toujours marché lentement, c'est pas grave. Ce qui est surtout important, c'est que votre vitesse de marche à vous ne ralentisse pas. Et c'est vrai que nous, notre travail aussi, c'est d'essayer de trouver des moyens de mesurer la vitesse de marche des gens au fil du temps et de réagir quand elles commencent à ralentir petit à petit de manière insidieuse et quand personne ne s'en rend encore compte. Mmh. La perception qu'on a des vieux a évolué avec le temps. Hein. D'ailleurs, quand on regarde ce que c'était que nos grands-parents, il n'y a qu'à regarder nos grands-parents, c'est plus du tout les vieux d'aujourd'hui. Ah oui, non, absolument pas. Nos grands-mères, elles faisaient grand-mère. Enfin, à partir du moment où elles devenaient grand-mères, elles ressemblaient à des grand-mères. mais je pense que notre monde a évolué de manière générale. Les gens voient l'âge de la retraite est moins le début de la fin de la vie, c'est-à-dire les gens sont en meilleure santé, donc ils ont de longues années en pleine forme à vivre après la retraite professionnelle, en tout cas pour la plupart, ceux qui n'ont pas fait des métiers trop difficiles. Et du coup, ils ont un peu une seconde vie et nous, on s'en rend compte dans notre patientèle. Les gens, ils sont overbookés, ils ont des agendas de ministres, quoi. Et quand on essaye de faire des études cliniques, de la recherche, et qu'on sollicite ces personnes, souvent on se rend compte qu'ils sont jamais disponibles. Donc oui, maintenant le vieux inactif qui attend la fin, c'est un peu dépassé, et tant mieux, parce que s'il attend la fin pendant 30 ans, ça risque d'être un peu longué. Et d'ailleurs, un des critères de vieillissement en bonne santé, c'est justement de rester très actif, très impliqué socialement. Et par exemple, la vie sociale est largement
largement aussi importante, voire plus importante que le résultat de vos analyses de sang. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas trop. On parle beaucoup de l'alimentation, de l'activité physique, mais la vie sociale, c'est capital. Et surtout, en ce moment, c'est d'actualité. Oui, et en plus, maintenant, une nouvelle génération de sports qui arrive, ce sont les sports cérébraux, pour faire travailler votre esprit le plus tard possible, parce qu'on sait qu'effectivement, ça a aussi une importance sur le vieillissement. Comment est-ce qu'on mesure qu'on est vieux ? Vous dites que les gériatres adorent les scores. Ah oui. Pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui peut-être voudraient savoir où ils en sont de leur âge physiologique, qu'est-ce qu'on doit mesurer ? Alors nous, ce qu'on utilise beaucoup, donc c'est les scores de mémoire. Ça, c'est un peu plus difficile à maîtriser de manière autonome. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment vous fonctionnez dans votre vie de tous les jours. On va poser des questions qui paraissent complètement à côté de la plaque. Par exemple, est-ce que vous avez fait votre déclaration d'impôt vous-même ? Est-ce que depuis qu'on est passé au numérique, vous êtes en difficulté ? Est-ce que vous utilisez votre téléphone de manière autonome ? Est-ce que vous arrivez à vous acheter un billet de train, à prendre les transports en commun seul ? Est-ce que vous conduisez encore ? Est-ce que vous allez faire vos courses ? Est-ce que vous gérez vos moyens de paiement ? Donc on va poser plein de questions au début qui surprennent un peu les gens, qui disent mais qu'est-ce que ça va faire avec ma santé ? Ils veulent des radios, des prises de sang, et finalement c'est pas ça qui nous intéresse au premier plan. C'est comment vous fonctionnez dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez des gens ? Est-ce que vous sortez de chez vous ? Et vraiment c'est ça les déterminants de santé importants quand on avance en âge. Et encore une fois beaucoup plus important que le résultat de votre prise de sang qui a son importance, mais qui viendra dans un second temps. D'abord, moi je veux savoir comment vous vivez. Donc là c'est les capacités cognitives d'une certaine façon. Voilà, capacité cognitive et fonctionnelle, on appelle ça. Comment j'évolue dans la société. Et c'est, encore une fois, c'est les déterminants les plus importants du vieillissement en bonne santé. Et ensuite, donc quels sont les scores qui vous intéressent ? Alors ensuite, parce que là, on n'a pas parlé j'allais dire de la santé, mais... Alors, on a effectivement des scores d'autonomie fonctionnelle, cognitive, donc mémoire. On a aussi des scores de nutrition, ça c'est capital. Et le grand risque avec l'avancée en âge, c'est la dénutrition. Donc nous, on en arrive à dire des choses qui vont complètement à l'encontre des messages grand public, puisque message grand public... On parle d'obésité. Voilà. Ouais. On nous dit mangez moins de sucre, mangez moins de viande, mangez moins de sel. Et nous, à partir d'un certain âge, on va commencer à dire remettez un peu de sel quand même, parce que sinon ça n'a plus de goût, vous mangez plus. Mangez un peu plus de viande. Alors qu'effectivement, à 50 ans, il faut en manger moins, mais à 70 ans, potentiellement, il faut en manger plus. Peut-être faites des goûters, grignotez entre les repas, on va dire tout l'inverse de ce qu'on va dire à un ado ou à quelqu'un de 50 ans. Et souvent, les gens sont très surpris. Mais finalement, voilà, une des grandes luttes à mener avec le vieillissement, c'est la lutte contre la dénutrition, sachant qu'on peut même être en surpoids et dénutri, c'est-à-dire qu'on a trop de graisse, mais on n'a pas assez de muscles et d'os. Et on va même proposer des programmes de musculation, entre guillemets, avec des régimes hyperprotéinés comme les culturistes à des personnes âgées, donc des choses qui peuvent vraiment surprendre. Parce que les personnes âgées manquent de protéines ? Absolument, c'est un des grands problèmes, la fonte musculaire. Il y a aussi peut-être un problème de dents aussi, qui peut arriver à un âge qui fait que les gens n'aiment plus, il faut mâcher. Et comme toujours en gériatrie, c'est très global, c'est-à-dire on va regarder les dents, la bouche, on va regarder qui fait les courses, qui remplit le frigo, est-ce que vous mangez seul quand on mange seul ? C'est pas très sympa, il n'y a pas de convivialité, on mange moins potentiellement quand on est âgé. Donc on va tout prendre en compte, c'est l'un des trucs passionnants de la gériatrie, c'est qu'on ne s'arrête jamais aux choses de premier abord, à l'interrogatoire, aux prises de sang, aux radiologies. On va toujours aller s'intéresser à la vie de la personne dans son ensemble, comment ça se passe dans la vraie vie chez vous. Et pour ce qui concerne le vieillissement et la gériatrie, l'OMS a un autre critère, c'est ce qu'on appelle la capacité intrinsèque. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ce critère de capacité intrinsèque ? Et ça j'aime beaucoup parce que c'est le pendant optimiste de la fragilité. C'est-à-dire la fragilité, c'est quels sont vos facteurs de risque de devenir dépendant. Et l'OMS a pris le contre-pied en disant la capacité intrinsèque, c'est l'inverse, c'est la capacité que vous avez à faire face aux épreuves de la vie et à les surmonter. Donc par exemple, plutôt que de chercher des signes de dénutrition, on va dire voilà, vous avez une bonne masse musculaire, ça c'est un aspect positif qu'il faut préserver pour bien vieillir. Parce que si vous perdez de la masse musculaire, vous risquerez plus de tomber, de vous faire des fractures, de perdre de l'autonomie, d'être malade, parce que souvent quand on est dénutri, on est immunodéprimé, donc on est plus sensible aux infections. De la même manière, si vous avez un réseau social important, beaucoup d'amis, de la famille qui vous entoure, c'est une capacité intrinsèque pour faire face au vieillissement en bonne santé. Et ça, je trouve, c'est très positif et c'est beaucoup un message qui passe mieux au niveau des patients et qui les motive plus, qui est moins
pessimiste, misérabiliste. Donc du coup, ça a de meilleurs résultats, je trouve. D'ailleurs, on l'a vu avec la Covid et avec l'isolement des personnes âgées qui étaient en institution. On a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Vous, c'est un terme que vous refusez, mais alors absolument. Complètement, le syndrome de glissement. Tout à fait. Le syndrome de glissement, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup il y a 10-20 ans quand on ne savait pas expliquer ce qui se passait en fait. C'est-à-dire, on disait, la personne allait bien en apparence, puis là, elle se laisse aller, tout va mal, elle se laisse mourir. Donc, on ne comprenait pas et on appelait ça le syndrome de glissement, comme s'il glissait sur un toboggan jusqu'à tomber je ne sais pas où et sans qu'on comprenne pourquoi. Et maintenant, on sait pourquoi en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui allaient bien en apparence, mais qui justement avaient plein de critères de fragilité, une marche qui se ralentissait, une dénutrition qui s'installait, des petits problèmes de mémoire qu'on négligeait. Et finalement, on n'a rien vu parce que la personne donnait tout, elle compensait pour que ça ne se voit pas. Et du jour au lendemain, tout s'effondre. Mais elle ne glisse pas du tout. C'est juste qu'on ne l'a pas prise en charge à temps. Elle s'écroule. Ouais. Elle s'écroule parce qu'on ne l'a pas soignée, tout bêtement. Donc le glissement n'existe pas. Le glissement, c'est l'échec de la gériatrie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on n'a pas repéré assez tôt, qu'on n'a pas pris en charge assez tôt. Vous faites des blagues à peu près sur tout, presque tous les sujets, je dois dire. Presque tous les sujets. Ouais, ça s'y prête. Auxquels vous ne touchez pas. Il y a des sujets auxquels je ne touche pas, je ne sais pas, je m'en suis pas interdit en tout cas. Mais effectivement, alors il paraît qu'on peut rire de tout, pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quel contexte. Moi, ce qui est sûr, c'est que avec mes patients, y compris très malades, etc., je parle très naturellement, de manière très directe, et ça se passe très très bien. On peut faire des blagues sur à peu près tout avec eux, tout simplement parce qu'ils ont l'impression du coup qu'on les prend au sérieux, qu'on les prend pas de haut, qu'on leur cache rien. Donc finalement, en tout cas dans leur relation avec le patient, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas dans un livre. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que c'est pas vrai. Ouais. Alors il y a un passage où vous parlez de ceux qui mamifient et papifient. Ah oui, papinou et maminou. Et c'est vrai que c'est terrible que ouais, quand vous êtes vieux, on vous appelle papy ou mamie. Ah ouais, je trouve ça horrible. Je me dis, moi, quand je serais vieux, bon, que mes petits-enfants m'appellent papinou, allez, pourquoi pas, mais qu'un inconnu m'appelle papinou, mais je serais choqué. Mais je le connais pas, d'où il m'appelle papinou. Et je me disais, mais imaginez-vous, je sais pas, avec Nelson Mandela en face de vous, est-ce que vous l'appelez mon petit papinou? C'est super choquant. Je veux dire, c'est parce que vous êtes vieux. C'est infantilisant, c'est dénigrant, on connaît rien de la vie des gens, ils ont peut-être vécu 10 fois plus que ce qu'on a vécu, ils ont peut-être 10 fois plus de mérite que nous, se permettre de les appeler maminette, papinou. Et ça, c'est aussi le syndrome de l'urgentiste, c'est-à-dire, moi, je prends que des gens qui avaient des urgences, et généralement, ils me présentent les gens en disant monsieur un tel, madame un tel, et quand ils me disent j'ai un papinou, j'ai une maminette, en général, c'est mauvais signe, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est des gens qui sont en train de mourir, ou ça cache quelque chose, quoi. C'est-à-dire, je trouve ça très, très suspect, je me méfie toujours de ce genre de termes. Ouais, l'infantilisation et le fait qu'à un moment donné, vous n'êtes plus ni madame ni monsieur. Vous êtes papinou, maminette. Et la petite dame ou le petit monsieur. Mais après, c'est pas... C'est gentil, en fait. Oui, c'est pas malveillant. Bon tout à fait. Ouais. C'est pas malveillant. Mais je pense que autant on peut dire les mots de manière franche, on peut dire vieux quand quelqu'un est vieux au lieu d'une personne d'un certain âge, autant je pense qu'il y a des termes qui sont inappropriés. Donc papinou, maminette, pour moi, c'est inapproprié. Alors, je suis rassuré, grâce à la technologie, notre longévité dépendrait de la longueur de nos télomères. Donc, ça veut dire qu'il suffirait d'allonger nos télomères, sur les terminaisons de notre ADN, pour vivre plus vieux, c'est ça. Et donc, là, je vais pas me faire des copains, mais c'est une des théories que je trouve d'un ridicule poussé à l'extrême. Alors, c'est intéressant pour la recherche fondamentale, c'est même passionnant. Mais les gens vont trop vite, extrapolent trop vite et disent on va rallonger notre ADN, on va vivre plus vieux, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, notre espérance de vie sans incapacité, elle dépend à 70-80% de notre hygiène de vie, de notre environnement, de la vie qu'on mène. Donc au pire, on va jouer sur 20-30%, ça va rien changer. Et je compare ça un peu à la vie sur Mars, c'est rigolo. On dit la vie sur Terre devient compliquée, on va aller sur Mars. Oui, vous avez raison, avec moins 200 degrés, 96% de CO2 dans l'atmosphère, ça va être vachement mieux. Donc des fois, quand on a un problème, on propose des solutions tellement ridicules que c'en est risible. Mais après, encore une fois, la recherche sur les télomères, c'est une recherche fondamentale très sérieuse, mais ce qu'en traduisent les médias, ce qu'en déduisent les médias est vraiment ridicule. C'est certainement pas une piste pour que les gens vivent plus longtemps et en bonne santé
pour 2021, quoi. L'épigénétique, c'est plus sérieux. L'épigénétique, c'est plus sérieux. L'épigénétique, mais justement, c'est le constat des limites de la génétique. Autrement dit, on n'est pas si déterminé que ça par notre ADN. Et notre ADN s'exprime différemment selon notre environnement, selon comment on vit. Et donc, on revient encore une fois on est ce que l'on fait, quoi. On devient ce que l'on fait aussi. Alors, vous parliez tout à l'heure du rôle du médecin gériatre, ce médecin qui prend du recul. Vous avez un passage sur les médicaments, alors qu'il faut se concentrer pour bien comprendre, mais vous dites que les vieux sont les plus gros consommateurs de médicaments. Qu'est-ce que ça implique finalement, cette consommation déjà de médicaments, et qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur la réalité qui se cache derrière ces chiffres? Tout à fait. Alors, le médicament, c'est un sujet très compliqué, très fin, et c'est dur de donner des messages simplistes. Donc je vais vous donner un message bien confusant, c'est-à-dire les vieux prennent trop de médicaments, mais ils en prennent pas assez et ils prennent pas les bons. En gros, les vieux prennent beaucoup de médicaments et c'est normal parce qu'ils ont beaucoup de maladies. Ils en sont les premiers bénéficiaires, ça c'est important de le dire, mais ils en sont aussi les premières victimes. C'est-à-dire que les effets indésirables des médicaments sont la première cause d'hospitalisation en France pour les patients âgés. Donc c'est vraiment un problème. On prend trop de médicaments, on les utilise très mal, mais seule la moitié de ces effets indésirables sont évitables. C'est-à-dire que c'est pas parce que je subis un effet indésirable d'un médicament qu'il n'était pas normal de me le donner. Si j'ai fait une attaque cérébrale ou un infarctus, c'est normal d'avoir un médicament qui fluidifie mon sang et c'est normal de courir un risque accru d'hémorragie. Ça, on peut pas faire autrement. Mais par contre, il y a beaucoup de médicaments qui sont pas justifiés et qui font courir des risques qui sont indus. Et notamment énormément de médicaments en vente libre ou en accès libre dans les pharmacies ou en automédication, mais aussi beaucoup de médicaments prescrits par les médecins et où finalement le rôle de vigilance n'a pas lieu. Et il y a aussi le problème des médicaments qui sont justifiés un temps et que les gens prennent toute leur vie. Je pense notamment aux antidépresseurs, aux médicaments pour dormir qui sont vraiment une épidémie en France. On a une épidémie de toxicomanie en France chez nos aînés. Alors vous dites que les vieux sont addicts. Les vieux sont drogués. Ils sont des drogués, c'est ça que vous dites. Et vous l'assumez. Complètement, les vieux sont drogués aux somnifères, ils sont drogués aux antidépresseurs et c'est un problème. On estime classiquement, si je prends l'exemple des antidépresseurs, qu'un tiers de la population âgée en France est sous antidépresseurs et en réalité, cette consommation ne serait justifiée que chez 5% d'entre eux. Donc vous voyez la surconsommation majeure, massive. C'est comme le PO dans le sport, c'est le même problème. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de chute, une petite surmortalité, une altération du confort de vie. Et le pire du pire, c'est que les 5% ne sont pas dans le tiers. C'est-à-dire que ceux qui en prennent devraient pas en prendre et ceux qui devraient en prendre n'en prennent pas. Donc il y a vraiment un mésusage des psychotropes en général chez la personne âgée en France et les somnifères. Alors là, on pourra en parler pendant des heures. C'est vraiment le cannabis du vieux, quoi, l'une des drogues problématiques de la personne âgée. Mais ça veut dire que finalement, ces ordonnances ne sont pas réévaluées au moment où il faudrait le faire? Exactement, oui. Souvent, c'est nous, quand on les reçoit, par exemple, on n'arrive même pas à savoir qui l'a prescrit et quand. Des fois, ils prennent ça depuis 10, 20 ans. Ils ont développé une accoutumance, une dépendance. Donc, quand ils arrêtent, ils ne se sentent pas bien. Et des fois, on n'arrive même pas à savoir depuis quand ils l'ont et à quelle occasion ça a été prescrit. Et le médecin traitant actuel ne le sait pas plus que nous. Souvent, il est un peu en difficulté pour l'arrêter, parce qu'il y a des syndromes de sevrage quand on l'arrête. Les gens y tiennent, mais d'un autre côté, ça altère leur confort de vie. Et quand on arrive à les accompagner pour qu'ils arrêtent les médicaments, ils se sentent mieux, ils sont moins fatigués la journée, ils dorment mieux, même paradoxalement, ils tombent moins. Ils n'ont pas cette fatigue résiduelle et ça se passe très bien. Un chiffre, 50% des médicaments vendus partent à la poubelle aussi. Oui, mais quand on voit le budget remboursement de médicaments de l'assurance maladie, alors de tête, je crois que c'est 20 milliards d'euros par an, et quand on sait que la moitié de ces médicaments prescrits ne sont pas pris, finalement, on se dit qu'il y a 10 milliards d'euros par an qui partent dans les égouts. C'est un peu gênant quand même. Moi, ça me gêne personnellement. Et c'est vrai que, en fait, c'est aussi un vice de notre système de santé avec le paiement à l'acte. C'est-à-dire que je passe 5 minutes avec un patient ou 3 quarts d'heure, je suis payé pareil. Et c'est pas, j'ai trop de patients dans la journée et c'est pas rentable de passer 1 heure à faire de l'éducation thérapeutique, à expliquer aux patients pourquoi il prend ce médicament, pour combien de temps, comment on va l'arrêter, pourquoi on va l'arrêter, de l'accompagner pour qu'il adhère mieux à sa prise en charge.
d'essayer de former le patient, qu'il devienne patient expert de sa propre santé. Ça prend un temps fou. Et ça vient petit à petit, c'est dans les tuyaux, le financement au parcours du patient, mais c'est vraiment embryonnaire encore, et ça a vraiment des conséquences lourdes. Il y a une éducation à faire. On parle beaucoup d'Alzheimer, mais vous avez choisi, en plus d'Alzheimer, de parler de ce qu'on appelle la confusion. Et vous dites que la confusion, derrière un mot quand même qui veut tout dire et rien dire, finalement, oui. La confusion, vous dites que c'est le gros morceau difficile, même pour les professionnels de santé Absolument. Et du métier. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des confusions quand on vieillit ? Et justement, ce qui est très dur, y compris pour les médecins, c'est de faire la différence entre une maladie de la mémoire, donc un état un peu stable, et une confusion. Une confusion où on perd la tête, entre guillemets, pour utiliser des mots du langage courant, de manière assez brutale, assez aiguë. Et c'est un peu, pour faire un parallèle, c'est un peu l'œdème aigu du poumon pour le cerveau. C'est un peu la décompensation cardiaque, l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur n'arrive plus à pomper, l'équivalent pour le cerveau, quand le cerveau n'y arrive plus, on a la confusion. Et on va s'endormir, puis être agité, puis avoir des hallucinations, puis des délires, puis dire n'importe quoi, puis se mettre à déambuler, puis tomber. C'est-à-dire le cerveau lâche prise. Et cette confusion, c'est grave, il faut la prendre en charge parce qu'il faut chercher des causes sous-jacentes. Et le problème, c'est qu'on a souvent du mal à faire la différence avec des problèmes de mémoire dus à une maladie neurologique chronique. Et les gens sont souvent en difficulté pour faire ce diagnostic. Et on peut être confus quand on est jeune. Par exemple, si on fait une méningo-encéphalite ou si on a un gros traumatisme crânien, on peut présenter une confusion. Mais chez une personne qui a déjà un cerveau fragilisé, comme une personne âgée qui a une maladie de la mémoire, une maladie de Parkinson ou n'importe quoi d'autre, ça peut venir pour des choses beaucoup plus anodines, un déménagement, une contrariété, une infection qui n'a aucun rapport, une infection du poumon, un Covid, une chute. Et c'est très très important de savoir reconnaître cette confusion parce que c'est une urgence médicale. Il faut vraiment s'en occuper. Alors qui n'intéresse personne. Non mais c'est vrai, bizarrement Parkinson, Alzheimer, mais la confusion, on entend rarement parler. Jamais parlé. Allez, vous revendiquez un concept, on va vous le rendre et on dira que c'est vous à chaque fois, on fera copyright. C'est le concept d'adolescent. Alors, qu'est-ce que c'est L'adolescence, c'est naissant. C'est-à-dire l'adolescence, c'est le vieux qui se laisse aller, qui déprime un peu, qui pense que tout le monde est con, que tout fout le camp, que c'était mieux à l'époque, qui se renferme sur lui-même devant son JT, qui sort plus de chez lui, qui reste devant sa télé, comme l'ado qui va rester devant sa PlayStation, qui va dire que tout est nul, qui va parler à personne. Donc c'est un peu provocateur, mais finalement c'est pour encore une fois insister sur le fait que la vie, la santé, ça dépend de la vie sociale. Ça, c'est indéniable. On l'a bien démontré pendant la Covid-19 et on sait très bien qu'une des méthodes de torture, c'est l'isolement sensoriel, l'isolement social. C'est l'une des grandes méthodes de torture mondiale. C'est une torture. Voilà. Donc, il faut être absolument vigilant à ça. Et non, c'était pas mieux avant. Et non, les jeunes sont pas cons, pas plus que les vieux sont cons. Le monde, il a pas si radicalement changé que ça. Alors si, parce que vous avez fait une étude qui n'engage que vous. Vous avez essayé de calculer quel était l'âge d'or du c'était mieux avant. L'âge d'or du c'était mieux avant. Et alors, l'âge d'or du c'était mieux avant, c'était quand ? Eh bien, je sais pas, j'ai pas trouvé justement. Bien. Non, ça me fait rigoler tous les discours qu'on entend sur l'éducation fout le camp, la santé fout le camp, il n'y a plus de valeur, etc. Et moi, tous les jours, je vois des patients qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, où on accouchait dans sa salle à manger, où il y avait un gamin sur 10 qui mourait à la naissance. Et eux, ils disent pas c'était mieux avant. Donc c'est de la provocation. Je dis ok, c'était mieux avant, mais quand exactement ? Parce que j'ai du mal à situer. Pendant le Troisième Reich ou pendant la décolonisation ? C'était quand cet âge d'or fameux dont tout le monde parle ? Parce que moi, j'ai du mal à le situer dans le temps. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens qui ont des regrets à la fin de leur vie ? Oui. On en rencontre et les regrets, c'est souvent l'isolement familial. C'est-à-dire que oui, finalement, les gens qui regrettent de ne pas avoir plus de liens avec leurs enfants, leurs petits-enfants, de s'être isolés ou d'avoir subi l'isolement, parce que c'est pas toujours choisi. C'est vrai que l'isolement et les regrets sont souvent, encore une fois, liés à la vie sociale et culturelle, plus qu'à la maladie. C'est vrai qu'il y a souvent une acceptation de la maladie, mais oui, un peu d'erreur quant à une vie sociale estimée ratée pour certains.
Bien, fuyez la tranquillité de votre vivant. Ouais, le cimetière est bien assez calme. Non, Là, elle est bien. La punchline pour terminer, elle est bien. non, Antoine effectivement, Piot était avec nous sur Beurre FM, médecin gériatre au CHU de Toulouse-Rangueil. Je l'ai vu inaugurer cet hôpital. C'est pour ça que je m'imaginais. Il est encore En bonne forme, en bonne forme, ouais, tout à fait. Il se développe. En plus, on va avoir un téléphérique. Ça va être sympa. La grande brique rose Ouais. sur les coteaux. Il ne décrépit pas. Voilà, quand je serai vieux, tout ira bien chez Hachette. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. L'émission, vous pouvez également la réécouter en podcast. Oui, j'ai failli pas le dire. Réécouter en podcast sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous et belle journée santé sur Beurre FM.